Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an, on était en février 2024 et pour déconner, pour se faire plaisir, on avait décidé de faire une émission revival en se rappelant du manga Samurai Deeper Kyo, qui avait une petite saveur d'antan, une saveur années 2000, une saveur Get Bakers. Puis on avait décidé de le faire plutôt sur le ton de l'humour. Donc, comme on est jour de la publication de cette émission le 1er avril, ça tombe plutôt bien de vous rediffuser cette émission aujourd'hui. Et à l'époque, on n'imaginait pas vraiment que les éditions Kana puissent ressortir ce manga dans une nouvelle édition. Enfin, c'était une possibilité, mais on n'y croyait pas trop. Sauf que nous voilà, plus d'un an après, et là, qu'est-ce qui se passe ? Le tome 1 de Samurai Deeper Kyo ressort en librairie dans une Star Edition, la collection, vous savez, qui regroupe les mangas stars de leur catalogue en format économique. Donc, à partir du 18 avril, vous aussi, vous pourrez dire « J'ai relu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo ». Sinon, côté actu, sachez que l'autrice Akimine Kamijo s'est lancée dans une nouvelle série Jushin no Katana, dont le tome 1 sort également en France aux éditions Panini Manga. Voilà, vous savez tout, c'est parti pour la rediff. Oui, dans la 5e de couve, on avait relu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo et la suite de cette phrase arrivera juste après le générique. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve et c'était vraiment le générique et non pas le dernier album de Kyo à l'instant. Nous sommes donc le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer le tome 1 de Samurai Deeper Kyo. Bonjour tout le monde. Bonjour Maxime. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va, un peu enrhumé après Angoulême. J'ai ramené la traditionnelle crève d'Angoulême. La fameuse, à une époque on rapportait un petit Covid. Oui, voilà. là c'est la crève. Ça, je suis revenu voilà. un petit peu back to basics, tu vois. Comme Samurai Deeper Kyo, back to basics. Exactement. Si vous nous découvrez seulement maintenant, sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast, parfois plus, rarement moins, pour parler de manga et essentiellement de manga. Parfois nous proposons des émissions d'analyse, parfois des tops ou des recommandations de lecture et parfois, comme aujourd'hui, des sortes de Madeleine de Proust pour se faire plaisir et s'amuser un peu. Cette émission ne sera donc pas du tout sérieuse. En tout cas, ça ne sera pas la plus sérieuse de l'année. Il y aura peut-être moins sérieux encore cette année, mais ça c'est certainement pas la plus sérieuse de l'année. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous, activez les notifications, visitez nos pages sur les réseaux sociaux et allez faire un tour sur notre bon vieux petit blog la5e-de-couve.fr. Johnny, tu veux dire quelque chose ? T'as spoilé l'émission prochaine. C'est un peu amusé. Genre que celle-ci était peut-être encore moins sérieuse. Vous verrez ça la semaine prochaine. Au programme de cette émission, donc, un retour sur le tome 1 et juste le tome 1 de Samurai Deeper Kyo. On ne l'avait pas lu depuis 20 ans. Très longtemps. On avait un bon souvenir de ce manga. Et on voulait voir si ça avait vieilli et si c'était toujours aussi bien ou pas. Donc chacun de notre tour, on va vous dire qu'on a relu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo et que ça nous a fait des choses, en bonne ou mauvaise, vous allez voir ça. Samurai Deeper Kyo, petit rappel, ça parle de quoi ? On est en 1604, au début de l'ère Edo. De nombreux samouraïs sont désormais des guerriers errants. Ils parcourent le pays en long en large à la recherche d'un sens à leur vie. Kyoshiro Mibu est-il l'un d'eux ? Je ne sais pas, puisque ce garçon, au début, dans le tome 1, se déclare pharmacien et il mène une vie d'errance jusqu'au jour où il rencontre une chasseuse de primes charmantes. Cette dernière est charmeuse aussi. Cette dernière est donc à la recherche d'un certain samouraï nommé Kyo, un être sanguinaire et impitoyable. Ils ont presque le même nom. C'est fou ça. C'est assez amusant. C'est donc sorti la première fois en France le 14 avril 2001. C'était le jour de la Saint-Maxime. Ah bah. Ouais. Pas très loin de mon anniversaire. C'est En pas plus. vraiment le jour de mon anniversaire. C'est donc signé Akimine Kamijo et ça a duré ensuite 38 volumes. Bam bam bam. Julie. Oui. Tu as donc relu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo aujourd'hui. Et oui, j'ai relu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo aujourd'hui et je me suis souvenu que j'allais donc dans une toute petite boutique à Orléans où il n'y avait pas grand chose dans les étagères à l'époque et que du coup, en tout cas, surtout en comparaison avec ce que nous on a aujourd'hui, j'ai regardé également des articles, non pas pour rechercher des infos sur un groupe de musique un peu obscur, mais j'ai compté que donc en 2001, il y avait eu 24 nouveautés, quoi.
Seulement 24 nouveaux titres. Et on se dit, c'est dingue. On est loin des 360 d'aujourd'hui, quoi. Tu sais, Maxime, moi aussi, j'ai relu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo. Et j'aimerais bien juste faire une petite intervention avant qu'on continue plus loin. J'avais envie de dire aux auditeurs que Julie, qui est ici présente, quand on s'est rencontrés, c'est un des premiers titres dont on a parlé, et elle l'a toujours détesté. Oui. Alors arrête de faire semblant maintenant, tu fais genre t'es espionne et tout, mais tu l'as toujours détesté, ce manga. Mais en même temps, j'ai continué à acheter au moins jusqu'au tome 20 et plus. Non mais elle est en train de nous embrouiller. Mais c'est marrant parce que j'ai relu aussi le tome 1 de Samurai Deeper Kyo, mais c'est surtout toi qui m'as fait penser à un truc, c'est que effectivement j'allais dans une petite boutique pas loin d'Orléans aussi à Cholet, et clairement je viens de me souvenir du prix, c'était 35 francs. Hein. J'avais un petit 35 francs pour ce petit SDK, et voilà, c'était tout. Hein. C'est vrai. Mais elles étaient bien nos petites boutiques à l'époque. Il y avait rien, mais on les aimait bien. Non, c'était sympa. Et puis on trouvait des trucs qui sont restés quand même. Bah, moi, comme les cartes Dragon Ball. Ouais, moi je trouvais des cartes Dragon Ball dans mes souvenirs, c'était mon libraire BD. Il y avait la boutique qui avait que des tables de BD, et les mangas c'était vraiment derrière lui, derrière le comptoir. Il y avait une petite sélection de mangas. C'est ouais, exactement. C'était les bouteilles de tease que tu dois lui demander. Parce que déjà à l'époque les gens les volaient. Et voilà. Alors que maintenant ça prend des rayons immenses et tout. Mais ouais, moi, donc j'ai donc relu ce tome 1 de Samurai Deeper Kyo aujourd'hui, et j'avais oublié que c'était là que j'avais découvert pour la première fois la fameuse bataille de Sekigahara. Sekigahara, oui, même là. Ça t'a marqué, hein? Ça m'a tellement marqué que j'ai toujours dit Sekigahara et j'ai jamais dit Sekigahara. J'avoue, j'ai cru que t'avais fait une erreur ou que c'était moi qui m'étais trompé depuis toutes ces années, et là ça allait mal pour moi. Mais du coup, c'était mon premier contact, je pense, avec cette partie-là de l'histoire du Japon. Autant, je sais pas, 1602, non, je sais plus quand est-ce que c'est la bataille de Sekigahara. Je sais pas même pas relever. C'est comme 1515 Marignan, tu vois, c'est un truc qui est connu, enfin, je sais pas, pareil. Ouais, mais c'est plus facile une 15-15, alors que là, c'est Puis Marignan, ça va, quoi. Que non, mais c'est vrai que je comprends Max, parce que quand j'ai relu... Magnori, tu veux dire. Non, Marignan. Ouais. Parce que moi aussi, quand j'ai relu le tome, je me suis dit, c'est vrai que clairement, c'est ma première entrée dans l'histoire japonaise, et par contre, tout ce que je lisais, c'était vrai, hein. Pour moi, c'était, je me suis pas dit, tiens, je vais vérifier si la bataille existe vraiment ou pas. Pour moi, tout ce que je lisais, c'était un truc qui était véridique. Cette bataille a existé. Il y a eu des gens qui ont été exilés, qui ont perdu. Et pour moi, mais Kushiro existait, évidemment. Pour moi, tout ce qui était historique était vrai. Surtout qu'à la fin, là, dans le tome 1, il y a un truc sur un vrai personnage qui a existé, c'est Okuni, Izumo Okuni. Bon, effectivement, elle n'a rien à voir avec. Et si j'avais lu, à l'époque, je lisais pas. À l'époque, je lisais pas tout ce qui était post-face, tout ça. Et si j'avais lu tout de suite, j'aurais su que tout n'était pas vrai. Non, mais on connaissait les samouraïs. Non, mais comme il y avait les Tokugawa, tout ça. Ouais, mais tu vois, Tokugawa, moi je pense que je connaissais pas à l'époque. Je connaissais les samouraïs de l'éternel, tu vois, c'est tout. Ouais, moi j'ai mis Ieyasu, il existe vraiment. Hein. Ouais, mais moi je pense que j'avais lu Kenshin avant, donc j'avais des trucs un peu qui. Mais c'est pas, ça parle pas du tout de la même époque. Mais par contre, j'avais des trucs dans l'histoire du Japon que je connaissais. Mais du coup, c'était cool quand j'ai lu Kyo, parce qu'effectivement, ça m'a amené une histoire plus ancienne et des choses que je connaissais pas, quoi. Je vais vous faire une confidence. J'ai découvert évidemment l'histoire des samouraïs à travers Kyo aussi, en faisant, tu fais quand même à peu près le tri entre ce qui a l'air fantastique et ce qui a l'air historique. Eh ben, dites-vous que quand j'étais à la fac, j'ai pris l'option civilisation japonaise. On avait des options obligatoires. C'était donc sur l'histoire du Japon. Je suis allé à aucun de ces cours. Je me suis juste rendu au partiel. Il y avait le prof qui était là, et comme beaucoup de profs en LEA, il parle très bien la langue, mais pas très bien le français. Eh ben, du coup, j'ai raconté ce que j'ai lu dans Kyo, et j'ai fait des grandes phrases, des grandes tournures de phrases pour que vraiment il ait du mal à comprendre. 10,5. Mais quelle arnaque! C'est le moment où t'as écrit. Et puis là, Kyo, il arrive et il tue tout le monde. Et là, tu dis que Julie, c'est une farce, et toi, tu viens de nous avouer ça. Moi, je vais faire changer ta note. Tu rigoles, c'est vraiment au moment où j'ai parlé de Tigre Rouge. Je crois, c'est là où ils ont dit, bon, on va peut-être descendre les notes un peu. Ne parle pas de l'idole de Johnny comme ça. Ah, mais c'est l'une de mes idoles aussi. On a lu que le tome 1, je peux pas vous dire. C'est vrai, il est pas dedans. Robin,
Bah moi, du coup, quand j'ai relu le tome 1 de Kyo aujourd'hui, ça m'a un peu rappelé mes premiers émois parce que j'avoue que c'est un de mes premiers souvenirs de manga un peu ouvertement coquin, tu vois, genre vraiment. Alors c'est pas non plus, c'est pas un manga strictement érotique, mais il y a plein de petites scénettes où effectivement on voit les nanas dénudées. Et il y avait ce petit truc que j'ai toujours trouvé extrêmement bizarre, c'était de jamais montrer les tétons des nanas, même si clairement vu la pose dans laquelle elles sont, on devrait le voir à ce moment-là, mais non, il y a cette petite coquetterie en plus qui, je pense, rajouter et me frétiller encore un petit peu plus, tu vois. Mais je pense que c'est pas tant une coquetterie que les problèmes de censure. Mais je pense effectivement que ça doit être lié à ça, mais c'est vrai que moi j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que j'ai aussi lu de la franco-belge où il y avait tu les vois en fait, nana, il les dénude et puis tu vois les nichons, tu vois, genre. Ouais, mais vis-à-vis de la législation japonaise, il y avait des choses que tu pouvais pas montrer à certaines périodes. Mais c'était pas pour les enfants. De quoi? Là où tu vois les tétons. Dans certaines séries franco-belges. Dans les Spirou et tout. Non, mais je parle pas des Spirou, mais. mais. Manara et tout. Non, mais le truc où ça. Les trucs derrière le comptoir. Les Loiselles, la quête de l'oiseau du temps, l'Anfeuse, dans tout ça, tu vois un petit peu de. Voilà. Hein. Ouais, mais c'est ça, justement, c'est pas le même public. Alors qu'au Japon, là, c'est un shonen. Clairement, c'était marqué shonen. C'était Shonen Magazine. Mais moi, je trouve ça vraiment chelou. C'est qu'on a pas ramené des tétons. Par contre, le sang et les découpages d'hommes, ça, on y va, quoi. Bah oui. Oui, mais depuis. T'es devenu un daron, mon gars. Mais après, tu sais, il y avait toujours aussi ces. Et puis, tu sais, dès le tome 1, il y a ça, il y avait toujours ces petites roublardises de mettre de la fumée, tu sais, elle est dans de l'eau chaude, donc la vapeur d'eau fait que oui, ok, peut-être qu'on peut pas la voir vraiment nue à ce moment-là. Mais du coup, c'est vrai que quand t'es un jeune garçon, ça te travaille un petit peu, quoi. Et puis attention, mais Joe dit shonen, mais si vous vous souvenez, c'était dans la collection d'Arcana. Mais c'est exactement. Donc moi, quand je l'ai acheté, mine de rien, j'étais là, là on passe un niveau quand même, on passe un gap. Mais en fait, ça, je m'en suis rendu compte en le relisant parce que moi, dans mes souvenirs, c'était un shonen de l'époque, tu vois. Et en fait, c'est là, en relisant, je vois le label et je dis, ah ouais, c'était du Darkana, c'est vrai, c'était cette espèce de label chelou fourre-tout. Ouais, mais on était à une époque où on comprenait pas, on l'a toujours pas compris aujourd'hui, mais on comprenait déjà pas forcément les termes shonen, shoujo et ainsi de suite. Oui. Donc du coup, ça dépassait un petit peu. Donc comme on avait décidé que shonen c'était vraiment gaminou, et on est passé sur Darkana pour un titre qui était un peu plus violent et un peu plus sexy, comme dit. Mais je pense que c'est surtout le côté sexy qui devait rajouter. Remarque, non, c'est peut-être effectivement. Il y a des corps qui sont coupés. Après, Naruto qui arrive un peu après, il y a quand même beaucoup de sang dès le départ. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup moins de découpage quand même. Ouais. Je pense que c'est une question d'époque à laquelle c'est sorti et effectivement, quand ils ont réfléchi en termes de marché français sans penser à comment c'est labellisé au Japon. Mais après aujourd'hui par exemple par rapport à un Jujutsu Kaisen, vous trouvez ça plus ou moins violent? Beaucoup moins. Non, c'est pas violent, non. Non, je te dis, moi c'est plus le côté sexy qui est moins de notre époque, quoi. Oui. Cagnard, je te sentais un peu hocher la tête. Dubitatif. Ouais, parce que en fait, moi je sais qu'à l'époque, tout ce qui était d'Arcana, ça faisait partie pour moi des bouquins un peu plus vieux. Il y avait Psychometer Eiji par exemple qui était dedans, qui était un thriller qui était assez violent. Et du coup, c'est vrai que même par rapport à un tome 1 actuel, en le relisant là, je trouve toujours que c'est assez violent quand même dès le début, tu vois. Et même c'est quelque chose que je fais remarquer assez souvent dans cette émission quand il y a un tome 1 où je vois que ça démembre ou ça découpe. Pour du shonen, pour moi c'est toujours un petit marqueur de ce que va donner la série ensuite. Toi qui adores Hell's Paradise par exemple, on est moins violent. Ah, c'est beaucoup moins violent. Déjà de toute façon tout ce qui est découpé est en noir. Du coup, tu peux retirer le sang comme ça, c'est déjà un peu plus simple. Mais je pense qu'en fait, pour moi, il est à peu près au même niveau que des shonen actuels. Effectivement, le côté sexy, on sent que il a été passé avec le temps. Mais moi, je me suis rendu compte aujourd'hui, en relisant le tome 1 de Samurai Deeper Kyo, qu'il y avait beaucoup de progrès en France depuis cette époque-là sur les polices de caractère. J'ai pensé ça, mais en termes moins beaux. Les typos. Oui. Mais non, mais c'est pas tant ça. C'est par exemple, il y a un mec, il a voulu mettre une phrase entière, il a pas voulu réduire les mots. Il a juste dézoomé au minimum pour le mettre dans la bulle, tu vois.
Mais c'est ça. Et alors, à l'époque, je sais pas si ça se fait plus aujourd'hui, on est d'accord. Il y avait du gras. Non, mais il y avait des mots en gras. Mais ça, c'est plus. Ça dépend du style. Ouais, c'est un code du comics, ça, je pense. Et peut-être qu'à l'époque, c'est vraiment un truc qui vient du revenait comics. d'édition. On avait édité plus de comics avant, quoi. Et du coup, on réutilisait ces codes-là, je pense. Mais au Japon aussi, ça peut très bien exister dans les versions originales. En fait, ça dépend, effectivement, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu gardes pas. Mais c'est vrai que dans les mangas de maintenant, on voit pas beaucoup ça. Alors, cette police de caractère n'est plus utilisée déjà, je pense. Oh, je sais pas. Tu crois ? Ouais, je crois qu'à mon avis, ça doit être la Comica Slim qui est là depuis 25 ans. Mais elle a un petit côté vraiment old school, quoi. Non, moi, ce qui m'a frappé, c'est la trad aussi. Il y a des choix, tu sais, de trucs de vouloir tout. Tu sais, genre Yuya, je suis Yuya, la nana qui parcourt tous les chemins. Et tu sais, genre, il y a des espèces de formulations de périphrases trop bizarres pour essayer d'expliquer un terme qui, à mon avis, est une espèce de mot en japonais, tu vois, mais. Et qui va avoir des conséquences dramatiques. Parce qu'ils vont devoir et puis ils vont devoir les ressortir systématiquement, ces trucs où ils traduisent tout le temps et tout. Et ça j'avoue, ça avait un petit charme un petit peu désuet. Mais ouais, mais pareil que Maxime, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai relu le tome 1, c'est que tu vois l'évolution des techniques de traduction, des adaptations et aussi des progrès dans l'adaptation des onomatopées. Enfin, il y a tout un ça fait partie de tout ce qu'on a appris à faire depuis. Et sachant qu'on venait encore avant de tout ce qui était les images flippées pour correspondre au sens de lecture occidentale, etc. Donc, c'était déjà un plus à l'époque quand on avait ce genre de novatopée et ce genre de traduction. Mais ce qui m'a fait marrer aussi, pour rebondir là-dessus, par rapport à ma relecture actuelle de ce tome 1, c'est que à côté de ça, tu as un côté, oui, effectivement, tout ce qui est lettrage, traduction, ça a un côté un peu old school. Mais il y avait aussi tout cet effort qui était fait dans les notes de bas de page, dans la postface, qui va. Il n'y avait même pas dans le bas de page, c'était à l'intérieur des bulles. Qui va recontextualiser les choses. Et ouais, effectivement, des fois, ça pouvait être carrément une info entre parenthèses dans une bulle. Enfin, tu sais, des trucs vraiment. Genre, Ronin, attention en bas de la bulle. Un samouraï 100 mètres. Oui, mais voilà, tu vois, des trucs comme ça qui aujourd'hui paraissent complètement évidents et qui sont des mots presque dont les lecteurs français les lecteurs français sont appropriés. Et là, tu sentais que vraiment, ils faisaient un effort à essayer d'expliquer systématiquement tout avec effectivement cette postface qui va te réexpliquer la bataille en elle-même, ok, mais tu sais, genre même il y a un petit encart sur les monnaies et les trucs genre genre vraiment, je pense qu'aujourd'hui un manga qui parlerait de l'ancien temps des Japonais, ils s'en foutraient d'expliquer que 100 mon ça vaut en plus avec l'inflation machin, ça a aucun sens. Un Rio. Mais du coup, c'est une espèce d'info Wikipédia, mais tu sens que c'est une espèce de truc de vouloir quand même malgré tout essayer de donner encore plus de matière et de clés de compréhension au lecteur qui va pas forcément comprendre certaines choses, quoi. C'est marrant parce que Max, tu parlais des mots en gras et ça m'est revenu parce qu'attention, moi j'étais un forceur de Kyo, mais grave, vraiment c'était ça, je confirme. je le mettais, oui, tu te souviens. Et je me souviens que tous les mots qui étaient en gras, j'étais persuadé que c'était des indices sur la suite du scénario, tu vois, genre mais non, s'ils ont mis ce mot en gras, c'est que c'est important. Et tu sais, j'en parlais pendant des heures avec des potes et tout. Et le mec a fait une énigme, il essayait de refaire une phrase avec. Mais tu sais que ça, quand j'ai du comics, ça me rend fou, moi, les mots en gras, je me dis, mais ils me prennent pour un débile ou quoi, genre je suis censé vraiment me savoir que ce mot est important dans la bulle ou quoi. Même dans les articles sur internet, des fois je ne comprends pas les mots en gras. Mais si, c'est aussi pour le. Alors pour l'internet, c'est pour le référencement parce que les gras ils sont un peu plus poussés. Ça c'est vrai. C'est un truc de SEO. Ouais. En tout cas, j'ai relu le tome 1 de Samurai. Non mais en fait, ça me fait penser avec vos histoires de bulles. Quand je revois dans la globalité du tome 1, je me dis il y a vraiment quand même beaucoup de textes. Par rapport à tous les tomes 1 que j'ai lus dernièrement, par exemple en 2023 pour faire l'année du top 2023, j'ai vu vraiment beaucoup de tomes 1. Et là, ce qui m'a vraiment percuté, c'est il y a vraiment beaucoup de textes. Genre tout le monde parle. Non, c'est comme disait Robin aussi, c'est peut-être que à l'époque on traduisait tellement, tu vois par exemple les kanji qui sont composés parfois de 3 ou 4 caractères et ils traduisaient tout. C'est là où je me dis peut-être qu'il y avait une adaptation qui était adaptée mais qui restait plus fidèle au texte d'origine. Traduit mot à mot, mais adapté quand même. Mais un peu plus quand même. Après, c'est un tome 1 qui situe vachement les choses. Tu vois, la première page, il y a beaucoup de texte parce que ça te réexplique ce que c'est que la bataille. Enfin, je pense que c'est ça aussi qui donne ce côté. C'est le tome 1 en lui-même. Je pense c'est vrai qu'il est assez dense en texte en vrai. Johnny, tu as donc relu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo aujourd'hui. Ouais.
Et ça m'a rappelé qu'à ce moment-là, j'avais pas de copine. et non, mais que je trouvais. Ça t'a rappelé donc que t'avais pas de. Non, non, mais c'est vrai, à 15 ans, ça, je vous fais un petit spoil sur la prochaine émission parce que en vrai, j'allais parler beaucoup de ça la semaine prochaine. Et que je trouvais en gros les dessins des filles super mignonnes dans SDK. Et je voulais que Yuya devienne vraiment ma copine. Genre. Vraiment, alors que c'était un dessin. À l'époque, j'avais un petit. T'es plus Yuya que Okino. Ah oui. oui. Alors ça, c'est un autre point que j'aborderai plus tard, mais sur mon obsession ma mère. Mais en gros, là, vraiment, et Yuya et Eureka, je me suis dit, waouh, mais elles sont vraiment trop bien. J'ai une copine pareille et tout. Et le truc, c'est comme elles étaient dessinées. Je savais pas quelle couleur de cheveux. Pour moi, j'ai imaginé qu'elle était blonde. Après, on a des couvertures, donc ça, c'était bien. Et du coup, j'ai cherché des blondes, mais il y avait personne qui était blonde dans mon école. Elles étaient toutes brunes. Moi, c'était Gali et j'avais pas d'Android dans mon école. De Gali. Ouais, non, c'est dur quand même. Ouais. Je sais pas. Bon, après, je ne juge pas. Hein. L'an dernier, je me suis entendu dire à une copine qui me parlait de boys band coréen. Tu sais, moi, les mecs en 3D. Donc, bon, pardon. C'est marrant parce que en parlant de Yuya en pleine relecture, là, ça m'a vraiment splashé à la gueule. Je me suis rappelé tout de suite, Yuya, l'éternelle commentatrice sportive qui est là pour raconter ce qui se passe pendant le combat. Et dès le début, elle commence. Et franchement, ça m'a rappelé à quel point je détestais ce personnage. Vraiment. Oh là là. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui ? Non. Est-ce que tu n'aurais pas lu le tome 1 Samurai J'ai même relu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo. Et à l'époque, il y avait certains autres codes qu'on a un peu oubliés, comme la fameuse tête de pervers. On l'utilise plus ça aujourd'hui, cette tête de pervers. Si, un peu, mais vite fait. Ouais. Je pense que c'est, comme disait tout à l'heure un petit peu Robin, il y a toute la partie sexy qui a vraiment est tombée en désuétude, quoi. Enfin, on a vraiment beaucoup évolué, je dirais, même si le Japon n'est pas forcément très progressiste sur les questions hommes-femmes. En tout cas, là, je pense que c'est nos éditeurs, je pense, qui mettent une sorte de filtre et qui sélectionnent des titres qui peut-être ne parlent pas des femmes de cette façon. Ouais, mais la tête de pervers, c'est cette même tête de pervers qu'on retrouvait dans GTO, tu vois. C'est vrai. Avec les tu prends Kyo ou dans GTO ou Nizuka, ils ont cette même tête avec le nez, une espèce de petite morphe qui est près, une espèce de truc. Et les yeux. Le truc très City Hunter, quoi. Enfin, c'est ça, moi vraiment, quand j'ai relu ce tome 1, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de lire City Hunter au temps des samouraïs, quoi. Parce que vraiment, genre, le tome 1, il résolve des petites enquêtes. Après, il fait une blague salace sur Yuya, elle lui pète sa gueule. Enfin, tu sais, il y a vraiment tous les gimmicks, même les limites. T'as des cases où Yuya elle lui met un coup dans les couilles ou je sais pas quoi, elle le fouette ou elle lui tire dessus ou je sais pas, où t'as vraiment l'impression de revoir une scène de City Hunter où quand elle lui met un coup de marteau sur la gueule, quoi. Enfin, c'est vraiment tous les mêmes codes qui sont là, avec ce mélange effectivement action shonen et humour un petit peu coquin graveleux. Enfin moi j'avais l'impression de lire là pour le coup un manga d'un autre temps, quoi. Mais en même temps c'était rigolo. Mais c'est abusé parce que moi je me dis que mon obsession ma mère s'est quand même développée à cause de ça, tu vois. C'est un peu un cercle vicieux parce qu'en vrai on nous dit le fanservice, on monte des gros seins et des petites culottes, d'ailleurs il y a même un string dedans là, car c'est ce que veulent les fans, voilà, c'est du fanservice. Sauf que moi à la base, je voulais juste une copine et on me montre plein de gros seins, et une petite culotte, et à cause de ça je pense que j'ai développé cette obsession. Mais non, Yuya c'est une planche à pain, ils disent mais après c'est pas vrai, elle fait du 85B comme ma copine, ça va, et donc je développe cette obsession et je pense qu'en vrai c'est dégueulasse. Du coup c'est dégueulasse parce que maintenant j'ai une obsession que j'avais pas avant, mais maintenant je la veux, du coup c'est du fanservice alors qu'avant ça l'était pas, et voilà, pour moi c'est un truc bizarre et je trouve que c'est pas normal. Bon, tout ça pour dire que il y a 20 ans on faisait on traduisait en France beaucoup de shonen sexy comédie, parce que ce que j'appelle comme ça, et que maintenant 20 ans après il y a des textes qui passent plus, quoi. Franchement, qui sont pas très compatibles avec, on va dire, l'ère du temps. Après, pour moi, c'est la diversité du manga. C'est-à-dire que si tu veux ce genre de contenu, c'est disponible et il faut te dire que c'est pour une cible éditoriale précise et que le marketer de telle ou telle façon. Mais on peut pas non plus dire que c'est représentatif de quelque chose. Ou je pense que c'est bien qu'il y ait de la diversité, que ça soit accessible. Après, c'est quand même un peu, comment dire,
un peu coquin et faut choisir ce que tu veux lire, quoi. Mais bon, je vois pas trop ce genre de manga avoir effectivement énormément de succès de nos jours. Après, je pense que c'est un truc propre, surtout au début du manga où ça joue beaucoup effectivement sur cette espèce. Alors, c'est même pas un triangle amoureux, c'est une espèce de carré amoureux entre Okuni, Izumi, c'est ça, Yuya, Kyo et Kyoshiro. Et tu sais, t'as ces 4 persos où tu sais pas qui va finir avec qui. Enfin, il y a une espèce de vrais ressorts de la comédie romantique qui sont au milieu d'un truc de samouraï qui se battent. Alors qu'après, c'est vrai que quand la série se lance vraiment, là, on retourne plus sur du vrai pur shonen de on va avancer, on va battre des mecs de plus en plus forts et tout. Et il y a beaucoup moins cette dimension-là, mais là, c'est vrai que ça va être très présent au tout début de la série, quoi. En même temps, c'est un code qui était tellement propre aux années 80 que je pense que tu peux prendre à peu près tous les mangas qui existent et mettre exactement le même sketch à chaque moment que tu veux. Mais comme dit Robin, au final, je pense que c'est quelque chose qui s'est dilué dans le temps et qui s'est dilué dans autre chose, en fait. Maintenant, qui est peut-être plus dans les comédies scolaires où tu auras toujours la tête de pervers, le petit vol de culotte, le petit truc qui va bien. Ou à la limite, ça sera dans un chapitre rapidement. Mais là, on est dans un manga de samouraï. Donc, même si ça tient comme dit Robin, ça tient sur le début de la série, c'est quelque chose que tu trouves plus après, en fait. Parce que la série s'affine au fur et à mesure des tomes. Même maintenant, tu n'as plus Yuya, elle a pas le sens de l'humour parce que elle finit à poil après un combat. Et qu'on lui fait une blague sur la tête de ses seins, ça passera plus. Après, il y a une dimension. C'est moins intéressant. Je suis pas sûr. Je suis pas du tout d'accord. Excuse-moi, mais Hiro Mashima est pas d'accord avec toi, tu vois. Oui, mais Hiro Mashima, c'est un garçon et faut pas l'oublier. Mais Akamine, c'est une autrice. Et c'est ça qui a une dimension encore plus grande pour ce manga. C'est que c'est une femme qui a dessiné ce manga. Et c'est une femme qui est aussi la scénariste. À une autre époque. A été dirigée, bien entendu, par un tanto. C'est évident. On lui a dit, mets du fanservice. C'est ce que veulent les garçons. C'est du shonen. Mais ça serait bien d'avoir son regard aujourd'hui sur est-ce qu'elle aurait dessiné Samurai Deeper ce qu'il y a aujourd'hui. On lira sa prochaine série quand elle sortira. Exactement. Non, mais après, n'oublie pas que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas forcément être genré. Pendant très longtemps, elle n'a pas dit qu'elle était une femme et elle répondait pas forcément. Ah oui, elle aurait perdu son public garçon. Je crois pas, mais bon. Mais alors attendez, du coup, on a dit qu'on disait que des conneries, mais comme on est parti sur un sujet sérieux, un truc hyper sérieux là. Aujourd'hui, dans les mangas grand public d'aventure qu'on retrouve dans les 2 magazines principaux, Shonen Magazine et Jump. Est-ce qu'on retrouve encore ces fameuses têtes de pervers dans les mangas d'aventure qui sont censés être les blockbusters, qui sont censés être les drivers du magazine? Moi, je trouve qu'ils sont encore présents. Si tu prends Seven Deadly Sins ou Fortnite of the Apocalypse, si tu prends les séries de Mashima, en fait, elles sont dispo, ces séries sexy. Mais là, du coup, tu donnes que du shonen mag, donc effectivement, ça va avec. Dans le shonen, oui, ça va. Par contre, peut-être que ce qui a pu changer, c'est que c'est plus le héros qui va avoir ce rôle-là, quoi. Ça peut être un personnage beaucoup plus accessoire ou en tout cas beaucoup plus caricatural et tout, et donc il va moins y avoir moins y avoir ce côté tu vois, vis-à-vis du message entre guillemets que tu envoies à ton lectorat, c'est pas ne vous identifiez pas à ce héros pervers, tu vois, c'est plus un personnage autre. Voire maintenant tu peux avoir un perso féminin qui incarne ce cliché. Je suis en train de lire un manga qui s'appelle Hellfire's Messenger, qui est vraiment dans la vibe des années 90 mais qui est plutôt récent, et là bizarrement on a toujours ces codes là mais qui sont un petit peu tournés. Là la perverse, on va dire, c'est une fille qui est amoureuse d'une autre fille. D'accord. Alors que ça soit fille ou garçon, le comportement est toujours problématique, on est bien d'accord. Mais c'est marrant de voir comment ça s'articule et que ça peut tourner un peu. Ah, mais c'est marrant. Non, parce que du coup, moi, je me disais peut-être Fire Force faisait utiliser encore un petit peu ce genre de code graphique. Mais on est presque plus dans les mangas d'aujourd'hui. Enfin, c'est déjà ça se termine là au bout d'une trentaine de tomes, tu vois. Tu vois, tu l'as pas dedans, effectivement. Dans My Hero Academia, t'as quand même le perso avec les petites boules là sur la tête, il a un peu ce rôle. Ah oui, lui il est pervers. Mais il fait pas forcément la tête. Mais c'est pas le héros. Ah oui, c'est même pas le héros, c'est même pas le sidekick, c'est le 17e personnage. En tout cas, il y a ce personnage, mais c'est ce que je disais, quoi. C'est que ça devient une espèce de petit archétype comme ça, parce qu'on sait que ça fait marrer les lecteurs. Mais du coup il a pas la tête. Mais Chainsaw Man, son but c'est quand même de toucher des dés. Oui, mais c'est vrai que Chainsaw Man c'est tellement rebidouillé, comme dit Cagnard, de manière postmoderne, tu vois, de se réapproprier ce cliché pour finalement dénoncer autre chose, enfin parler d'autre chose, quoi. Mais là t'en as du sang pour le coup. Oui, là c'est vrai. Même beaucoup plus que là, ils ont abandonné le sexe et ils ont dit allez, donne tout dans la violence. Vas-y.
Bon, en tout cas, je sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui j'ai relu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo et je suis toujours admiratif du talent, ou peut-être pas du talent, mais de l'art, du dessin qu'avait cette autrice pour déclencher la tension. Juste ce moment, en un dessin, elle arrive à faire passer Kyo à Kyoshiro. Oui. Et ben ça, j'avais oublié qu'elle avait ce talent assez incroyable en un dessin de nous le faire comprendre. Ouais, puis je pense que c'est aussi une astuce scénaristique bien utilisée, c'est-à-dire ce truc de bah oui, quand c'est Kyo, il a les yeux rouges et du coup il change de visage. Ouais, mais on est en noir et blanc, donc ça en plus, ouais, mais du coup, on comprend en tout fait, de suite. Du coup, c'est ça, c'est que c'est ouais, elle l'utilise bien, elle le met bien en scène, mais globalement, je pense que c'est aussi une trouvaille qui est pratique, quoi. C'est-à-dire que tu peux très bien en un seul dessin faire capter au lecteur que ça y est, on a changé de personnage et même s'il a la même. Ah ouais, mais il faut aller le trouver et surtout elle arrive à mettre de la tension à ce moment-là. Carrément. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors pour moi, tous ces trucs de tension qui arrivent, ça joue beaucoup sur le regard, vu que comme tu dis, en plus le regard change de couleur. Mais d'ailleurs, ça m'a rappelé que j'ai beaucoup essayé de dessiner Kyo dans ma jeunesse. La couverture, là en le relisant, il y a plein de dessins où je me suis dit je les ai vraiment tous faits et refaits. Et à chaque fois, ce qui me posait problème, ce que je n'arrivais pas à faire, parce que moi, je voulais dessiner exclusivement Kyoshiro. C'était le perso qui m'intéressait vraiment, celui qu'on voit le moins dans la série, du coup. C'était les yeux, le regard. Et vraiment, tout passe par ça. Et tous ces moments de tension, que ça soit de la candeur du côté de Kyoshiro ou de la férocité du côté de Kyo, tout passe par le regard et par des doubles pages, en fait, qui en imposent directement et qui changent la tension dramatique du manga en un dessin, en fait. Et en parlant de regard, il avait ce truc qu'on a aussi moins aujourd'hui du personnage poseur beau gosse, le regard au loin. On l'a plus dans les mangas de... Lui, il est un peu démoniaque, Kyo. Il y a un peu de démoniaque dans son regard, genre c'est la folie, tu vois. Ouais. Mais tu prends les héros d'aujourd'hui, ils ont plus ce petit truc un peu beau gosse, comme ça. Ténébreux, ouais. Il y a plus poseur. de c'est fini les mots. Si, il y en a, mais c'est des shonen high, quoi. c'est pas des vrais shonen, quoi. Mais non, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a, mais on n'est pas la cible. En même temps, la folie, enfin, si, on parle souvent des personnages fous qu'on peut trouver dans d'autres shonen, que ça soit Soul Eater, que ça soit Gachi Akuta, par exemple. Et c'est vrai qu'elle avait vraiment un style complètement différent, quoi. Maintenant, c'est beaucoup plus des espèces de spirales pour montrer ou les poches sous les yeux. Ouais, tu vois, que ce soit dans l'attaque des titans, tu parles de Gachi Akuta, il y a un titre qui fait beaucoup parler de lui qui s'appelle Kagurabashi en ce moment au Japon. Ils ont des poches sous les yeux, les personnages, quoi. Tout le monde est fatigué. Ouais. mais même dans Chainsaw Man, ils ont aussi les poches sous les yeux. Mais t'as raison sur ce truc de posing, en tout cas, je suis complètement d'accord avec toi. Et là, je pense que c'est un code graphique qui est un petit peu vieux, qui date un peu des années 90. C'est le perso de face avec le regard ténébreux. Mais de toute façon, c'est un manga de poseur, quoi. Vraiment, genre tous les persos, ils posent en permanence. À chaque fois que t'as un nouveau perso qui arrive, il arrive, machin, il met le petit rouge tous les toujours de face. C'est ça le truc, c'est de 3/4. C'est plan américain et vraiment de face. Petite contre-plongée. Au pire, tu peux aller sur une petite contre-plongée. Et ça, pour le coup, ça a peut-être changé. Maintenant, on fait des 3/4, on fait d'autres choses, mais ça m'a vraiment sauté à la gueule en début de chaque chapitre. C'est le perso de face avec le regard, tu sais, qui regarde le lecteur, quoi, vraiment. Et en relisant aujourd'hui le tome 1 de Samurai Deeper Kyo, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que aujourd'hui, tous les personnages qu'on découvre dans les mangas, on se dit lui il peut mourir à tout moment. Le héros il peut vraiment lui arriver un truc pas cool. Dans les mangas de cette époque, comme Samurai Deeper Kyo, il y avait ce truc de tout va aller bien, vous allez pas être non plus triste, vous allez pas être trop déçu, ça va aller. Oh là, attention quand même, parce que tome 9, 10, 11, je suis désolé, mais ça va pas. On a lu le tome 1. Oui, alors t'as pas eu tout ça dans le tome 1, je pense. Oui, alors que le contexte dont on parle, c'est quand même effectivement post-grosse bataille, machin, il y a plein de gens très pauvres. Enfin, tu sais, il déambule quand même dans des endroits, rien que dans le tome 1, il va dans un village où tu sens que les gens sont quand même en détresse et tout. Et donc oui, c'est sûr que le contexte est pas rigolo, mais t'as moins ce sentiment de désespoir que tu peux avoir au début de genre Demon Slayer par exemple, tu vois, genre c'est vrai que c'est plus léger, quoi, je sais pas comment dire, mais c'est un truc de l'époque, je pense. Mais c'est vrai qu'on avait moins de lecture aussi, on était moins cultivés à ce niveau-là, et clairement on avait des mangas où on avait lu le héros mourir, non, moi SDK c'est peut-être mon
je sais pas, 5 ou 6e manga. Mais c'est ce que je disais à Cagnard la semaine dernière, c'est que maintenant, quand on regarde une série ou un film, on connaît toutes les mécaniques. On a déjà vu le village, on a déjà vu, je sais pas moi, des gens qui meurent et puis en fait, ils meurent pas vraiment parce que c'était son frère jumeau de machin chouette. Et maintenant, on est obligé d'avoir ça dans la tête quand on regarde une série, quand on lit un manga, quand on fait quelque chose. Parce que forcément, on a lu beaucoup de choses depuis 20 ans. Et c'est vrai que maintenant que Maxime le dit, moi à l'époque, je me disais jamais un héros de manga va mourir, c'est évident qu'il va rester. Ou alors c'est la dernière page, ou alors c'est Goku et il revient. Et voilà, il aura une auréole et voilà, il va revenir. Et en plus c'est ça qui est le pire, c'est qu'avec Dragon Ball, tu n'y croyais forcément pas parce que tu vois, c'est pas grave, il ressuscitera. Bon, en même temps, il y avait Shaman King et tu savais que tout allait bien. Ouais, puis, cette candeur dont tu parles, Maxime, dans le tome 1 en tout cas, parce que moi j'ai relu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo, je sais pas pour vous, mais il y a cette candeur en fait, elle vient de Kiyoshiro, tout simplement. C'est l'ambiance entre Kiyoshiro et Yuya qui dure pas longtemps dans la série d'ailleurs, qui donne cette atmosphère de oh ça va bien se passer, ça va bien se passer, alors que comme Robin dit, on est en pleine période post-guerre, il y a des guerriers partout, mais ça va aller. Après quand elle va plus marcher avec Kyo, l'ambiance elle va changer, et ça aussi c'est un truc fort de l'autrice, de réussir à faire vraiment des tensions différentes, des ambiances différentes. Moi je le trouve limite joyeux ce tome 1 de Kyo au final. C'était joyeux et pourtant, tu vois, on va l'expliquer aux auditeurs. Aujourd'hui, on a relu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo et bah moi, ça m'a rendu nostalgique. Je sais pas vous, mais clairement. J'étais nostalgique à la fin. J'étais là, genre, c'était la bonne époque. Alors que non, c'était pas la bonne époque. J'avais pas de salaire à l'époque, tu vois. Ouais, c'est ça. C'était vachement moins bien. Écoute, en relisant ce tome 1 de Samurai Deeper Kyo, j'ai ressenti moi aussi de la nostalgie, quoi. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'on n'était pas difficile à l'époque. Je vais te tuer. Je vais te tuer, vraiment. Non, tu peux pas faire ça. Mais en même temps, on était super contents. Enfin, je veux dire, c'était pas mon super coup de cœur, mais j'étais contente chaque fois d'avoir un nouveau tome à lire et à découvrir. Arrête. Il y avait 38 tomes quand même, hein. 38 tomes, donc c'est quand même pas mal. Moi, ça m'a remonté tellement de souvenirs, comme au moment de la lecture de la punchline quand même. Cette punchline, je crois qu'elle est, je sais pas, une fois par tome, je pense. Toi aussi, tu as entendu, n'est-ce pas? Elle est très belle cette planche, double planche. Le bruit du vent sacré. Et je sais que j'en avais fait une variante avec mes potes, parce qu'à l'époque, j'avais pas mal de flatulences. Attention, j'ai très peur de la suite de cette histoire. Oui, ça va exactement où tu penses. Non, mais à l'époque, j'avais pas mal de flatulences, et je leur disais, toi aussi, tu as entendu, n'est-ce pas? Et après, ils disaient, oh non, et ils partaient. Et moi, je fais le bruit sacré. Non, mais en vrai, on rigolait. À l'époque, on rigolait. Moi, je le ferais plus aujourd'hui. Je le ferais plus. Enfin, j'ai plus de problème, je veux dire. Mais je veux dire, tu connais encore les gens que tu fréquentais à cette époque-là ou pas? Ah oui. Moi, j'ai eu la chance de faire plein d'études. J'ai fait mon bac normal. Mais je veux dire, ils t'ont pas rejeté ces gens-là. Non. J'ai même une vidéo où j'ai mon pote que je vois de temps en temps. Là, et j'ai une vidéo avec mon appareil photo numérique parce que j'avais pas d'appareil photo j'avais un 3310, tu vois. Oh là là. Et du coup, j'avais vraiment un appareil photo numérique. Et du coup, j'ai cette vidéo qui existe et où je vois une vague de gens qui font non, et tu vois, ils se tournent vers moi. Voilà. Tu la mettras sur internet ou pas cette vidéo? Mais ils ont peut-être pas envie d'être affichés là. Ce qui est marrant, c'est que ça m'a rappelé un truc, tu vois, exactement comme tu dis, tu sais, est-ce que tu l'as entendu toi aussi, le bruit du vent divin? Il y a exactement le même truc dans ce tome 1 du manga avec Kyo, un samouraï au sabre de 150 cm. Bah moi, dès que j'entends ça, j'entends la voix de mon pote Maxime en fait. Mon pote Maxime, qui n'est pas toi. Un autre parce que du coup, quand je lisais Kyo, j'essayais de le faire lire à mes potes absolument, et en fait ils aimaient pas spécialement le manga. Eux, ce qu'ils aimaient, c'était Dragon Ball, le reste ça leur plaisait pas trop, et du coup, pour se foutre de ma gueule, à chaque fois mon pote Max me disait un chibre de 150 cm. Jamais, arrête, tu gâches tout. Du coup, j'ai toujours sa voix en fait qui me parle à chaque fois que je lis cette phrase. J'entends sa voix de connard qui se fout de ma gueule. Mais c'est vrai que ce Thomas, parce que moi aussi je l'ai relu pour cette émission, il y a ce truc de, il répète en permanence les mêmes expressions, les mêmes formulations, le vent divin, le samouraï aux 1000 victimes, la Yuya parcoureuse de tous les chemins, et tu sais, genre t'as des espèces de et alors ça, je sais pas si c'est du coup, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur ce problème de traduction, mais il y a quand même, et puis tu sais, il y a aussi ce truc en fin de chapitre, on te fait le récap du chapitre d'avant, et tu sais, il y avait ce truc où t'avais l'impression dans le même manga de déjà relire 14 fois les mêmes choses et tout, et genre moi c'est vrai que ça m'a
pour revenir à ce côté nostalgique, ce truc de relire 12 fois les mêmes trucs, ça m'a replongé dans ce que je me disais à l'époque. Je me disais, c'est sympa quand même, mais c'est chiant de quand même relire 15 fois les mêmes formulations. Mais en même temps, ça s'intègre dans ton cerveau, quoi. C'est là que tu vois que c'est pour aussi les plus jeunes, parce que quand tu regardes aujourd'hui des dessins animés avec des enfants. Oui, c'est pour garder l'attention, c'est pour conserver leur attention. Ouais, et surtout, tu regardes un dessin animé avec des enfants, tu finis l'épisode de 5 minutes, ils te demandent de le revoir. Oui. Alors que c'est bon, on a compris, ça dure 5 minutes, l'âne trop, c'est pas compliqué non plus. Bon, là, techniquement, on était un peu plus vieux quand même. Mais voilà, non, on était un peu plus vieux quand même. Hein. Mais tout ça pour dire que il faut que la répétition fait que tu t'accroches et que ça rentre et que tu captes pas tout de suite. C'est ce qui fait que ça s'est vraiment intégré dans notre cerveau. Moi, vraiment, en le relisant, c'est tout de suite, j'ai eu des flashs de trucs nostalgiques, quoi. Et ça me le fait pas à toutes les séries, quoi. Vous avez vu l'heure ? Parce que je viens de finir de relire Kyo là, et ça m'a rappelé que évidemment moi, quand j'étais à la fac, j'ai loupé des partiels pour acheter le nouveau tome de Kyo. Et la honte suprême, je suis allé à la Fnac, j'achète mon tome de Kyo et je me mets devant l'amphi. Je sais pas pourquoi, je me mets devant l'amphi où il y a le partiel et je lis mon tome de Kyo. Je me suis fait incendier par tout le monde. Mais à l'époque, il y avait rien d'autre qui comptait que les révélations que j'allais avoir dans Kyo, quoi. En parlant de révélations, je vais vous en faire une parce que moi j'ai relu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo hier soir et pas aujourd'hui. J'ai un peu menti pendant cette émission. Et en voyant les combats, ça m'a rappelé une démo que j'ai vue il y a pas longtemps. En vrai, hein, j'ai vu des manières de katana sur une soirée, il y avait une soirée spéciale. Et donc voilà, c'était il y a pas longtemps. Ils expliquaient donc qu'à l'époque, les combats étaient très courts parce que les sabres étaient super tranchants et qu'en général, globalement, il n'y avait pas des combats où ils se donnaient 3-4 coups, ils sautaient en arrière, ils se redonnaient un... Non, il y avait un coup et c'était tout. Et donc soit tu tuais ou blessais l'autre, soit tu te faisais blesser, mais c'était pas des combats qui duraient des heures, quoi. Les combats étaient super courts. Et en voyant certains combats là dans le tome 1 de Samurai Deeper Kyo, je me suis dit, mais c'est vrai, ça va vite. Ça dure pas très longtemps. Bon, plus tard dans les tomes, ça dure plus longtemps. À partir du moment où ils jettent des attaques de feu, de glace et compagnie, au bout d'un moment, ça dure Senseiya. Hein. C'est vraiment genre une double page de super pouvoirs avec des dragons qui sortent derrière leur sabre et on comprend pas ce qu'ils ont fait, mais du coup, l'autre, a priori. D'ailleurs, toute proportion gardée, quand tu relis ce tome 1 de Kyo, tu vois qu'il utilise déjà le vent divin dans le tome 1, alors que c'est la technique qui va garder, tu vois, pendant toute la série. Et t'es là, dès le début, en fait, tu l'as utilisé, mais ça devient vraiment le marronnier. Après, ils la font évoluer, la technique. Dans mon souvenir, il y a celui de feu, celui de glace, il y a celui du phénix et compagnie. Ouais. Mais écoute, quand j'ai relu ce tome 1 de Samurai Deeper Kyo, j'ai vraiment tout de suite compris quelque chose que pendant longtemps j'avais pas vu. Alors je me suis dit, mais t'es vraiment aveugle, ma pauvre fille. Mais là, toutes les références, les influences de Samoura et de l'habitant de l'infini m'ont sauté aux yeux, sauté au visage. Surtout que là, on vient de... Voilà, on a vu Samoura à Angoulême, il a eu une exposition. Enfin, on s'est replongé dans tout l'habitant de l'infini pour faire une émission à la fin de l'année dernière. Et là, en fait, il y a plein de choses qui rappellent cet univers-là. Enfin, je veux dire, au-delà du fait que ça soit des samouraïs, etc. Parce que c'est pas du tout la même période, hein, on est d'accord. Là, c'est vraiment juste après Sekigahara. Mais il y a ce truc de... un héros mystérieux avec un kimono bicolore qui a un énorme symbole là c'est le yin et yang, sauf que Manji lui il a une croix gammée dans le dos, mais c'est un peu le même principe, tu vois, et qui retrouve donc une compagne de voyage. Il y a aussi tous les effets crayonnés ou les jeux sur les trames, etc., que tu vois beaucoup dans l'habitant de l'infini et qui sont là utilisés mais dès le tome 1. Vraiment, et je me suis dit, waouh! Et aussi, je pense, il y a un petit peu ce côté, comment dire, un peu, je sais pas, peut-être c'était dans l'air du temps de vouloir mélanger à tout prix le côté historique, samouraï, donc plutôt sérieux, avec de l'humour très... j'allais dire grossier, mais bon. Graveleux un petit peu au aussi, début. Mais qui était très présent dans les années 2000, avec beaucoup de blagues autour, des blagues sexuelles, quoi, des blagues sur le Viagra, les clubs d'hôtesses. Et en fait, c'est marrant parce que pendant longtemps, en fait, je l'avais pas du tout analysé comme ça.
Tiens, tu feras gaffe, Julie, je crois que tu viens de relire le tome 1 de Kyo là. Parce que je suis complètement d'accord avec toi, parce que en relisant là le tome 1 de Kyo, je me suis dit en fait c'est l'exemple parfait d'une sérialisation. Quand tu prends le début de Kyo, le début de l'habitant de l'infini, en fait c'est exactement la même chose. Et je trouve ça assez drôle parce que ces deux séries, au final, on est sur la même base, on est sur l'habitant de l'infini. Oui, non, mais on est sur une même base scénaristique, et ce que je trouve intéressant, c'est que au final, on a une sérialisation dans les deux cas, et où les 3 premiers tomes sont au final des petites histoires qui finalement vont aller sur autre chose. Ouais. Et je trouve que c'est marrant que les séries se fassent à ce point écho. Et pour moi, Kyo, c'est vraiment un exemple type de la sérialisation du shonen, tu vois. Et c'est dommage, enfin c'est bizarre aussi parce qu'ils étaient tous les deux publiés chez Kodansha. Et en écoutant nos conversations sur cette relecture du tome 1 de Samurai Deeper Kyo, je me rends compte qu'on a dit une chose, c'est que le manga avait des codes, que ces codes n'existent plus aujourd'hui. Et pourtant, je trouve qu'il y avait encore moins de codes à l'époque. Par exemple, on travaillait beaucoup moins sur ce tome 1, le cliffhanger de fin de chapitre. Il est beaucoup moins fort, beaucoup moins... il te pousse beaucoup moins à lire la suite. On se rappelle les 10 000 dernières pages que tu viens de lire. Mais ouais. Et donc du coup aujourd'hui t'as une espèce d'importance du cliffhanger de fin de chapitre qui est beaucoup plus importante qu'à cette époque là, je trouve. Après il fait un rappel, mais il dit aussi attention, dans le chapitre suivant vous allez peut-être découvrir ça. C'est une sorte de cliffhanger, mais on t'annonce ce que tu vas découvrir un peu, que tu sais pas trop. C'est surtout qu'à l'époque les séries elles sortaient dans les magazines. Et puis après, t'avais pas internet pour aller relire ton épisode, alors que maintenant, tout est à disposition finalement. Et les tantos sont aussi des plus grands lecteurs qu'à l'époque. Enfin, déjà, il y a eu beaucoup plus de mangas et de mangas à succès 20 ans plus tard. Ouais. Mais ça se trouve, c'est le même tanto. Il était donc dans le chat et on lui a dit tu changes de magazine. Et aujourd'hui, les tantos sont tellement bons, sont tellement rodés, ont tellement lu de choses, ont tellement étudié, réfléchi, il y a tellement de codes possibles et imaginables qu'il y a une espèce de normalisation un peu obligatoire, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, c'est peut-être même plus normalisé aujourd'hui qu'à l'époque, tout en laissant peut-être à l'auteur une certaine liberté de créer, parce que toutes ces contraintes vont le pousser plus loin, mais à l'époque il y avait un truc un peu plus spontané, je trouve. Après, c'est marrant que tu dises ça sur les fins de chapitre, les twists et compagnie, sachant que pour moi, Kyo, des séries de l'époque, c'était l'une des séries les plus mystérieuses, l'une des séries où il jouait le plus avec sur les révélations twist. Et tout. Et sur la fin, c'est révélations maximum. Oui, c'est même un peu tout. Là, pour le coup, c'est une par chapitre, voire tu les comprends pas toutes finalement. Mais c'est vrai que après, encore une fois, on est sur un tome 1 où voilà, tout le mystère est là, c'est de savoir qui est Kyo, même pas qui est Kiyoshiro, c'est qui est Kyo, vraiment dans le tome 1. Enfin, le coup de la double identité, je pense double, qu'à l'époque ça augmente après. C'est ça en fait, mais pour l'instant dans le tome 1 que nous avons tous relu, ils sont que 2. Oui, ils sont que 2, mais c'est vrai que maintenant je pense que les fins de chapitre sont vraiment conçues exclusivement pour te faire revenir, sachant que attendez, je m'explique mieux. Sur Kyo, on est sur un fil rouge, un mystère à fil rouge, donc on ne peut pas avoir un twist sur ce fil rouge à chaque chapitre. Je pense que maintenant, la capacité à créer un twist à la fin de chaque chapitre n'implique pas d'être dans l'arc fil rouge entier du truc. Ce qui fait que disons que le twist est un peu plus malléable, je pense, à l'heure actuelle, en fin de chapitre, quoi. Je pense que c'est aussi que tu sais, aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, le shonen. Enfin, les séries sont plus courtes, donc il faut aussi installer les choses et installer le suspense et le rythme plus vite. Et donc, forcément, jouer sur ce côté cliffhanger, tout ce que tu disais, ça participe de ça. Là, on sent qu'on est effectivement sur un manga d'une époque où on prenait quand même plus le temps de poser la situation, de expliquer la bataille, les machins, enfin tout ça arrive de manière un peu plus douce. Et malgré tout, on suit les persos. Mais moi, en relisant ce tome 1 de Samurai Deeper Kyo, j'ai quand même été frappé par une certaine fluidité dans la lecture. Je trouve que c'est malgré le côté vintage, on pourrait dire, même si c'est un manga des années 2000, mais c'est déjà un manga vintage. Ça se lit encore de manière hyper fluide. Enfin, moi, vraiment, j'étais pris tout de suite dans le truc, dans le rythme. Tu t'attaches au perso, tu comprends je sais pas, immédiatement qui est qui, en tout cas en termes d'archétype et tout, t'arrives assez vite à situer les personnages et à te poser des questions sur ce qu'ils vont devenir.
Et moi vraiment, ça m'a, en plus de cette vibe nostalgique, ça m'a vraiment donné envie de relire la série presque complète, parce qu'en plus je suis même pas sûr d'avoir lu la fin en vrai. Et parce qu'au bout d'un moment on s'y perd, tu sais, quand t'en arrives au 12e général des armées de je sais pas quoi, c'est plus genre vraiment. Mais par contre j'ai vraiment retrouvé un vrai charme aussi dans cette espèce d'aventure qui va tout droit et qui avance de manière parfaitement fluide. Et ouais, moi je suis un peu chaud pour relire toute la série. Alors je suis un peu deg parce que je l'ai revendu quand mes parents ont déménagé. Quand mes parents ont déménagé il y a pas longtemps. Et je le regrette amèrement. Mais voilà, je vais essayer de les retrouver. Ouais, dis donc. Non mais pour revenir à l'histoire de ça va plus vite maintenant. Effectivement, un premier chapitre maintenant dans un magazine, c'est aux alentours de 50 pages. Oui. Le premier chapitre là du tome 1 de Samurai Deeper Kyo qu'on a relu, et ben il fait que 80 pages. Ouais, c'est ça, donc il y a vraiment une volonté de bien installer le récit avant de s'attaquer au grand voyage, quoi. Bon, moi je dois vous avouer que salut, le je l'ai trouvé charmant. Ah oui, c'est vrai, j'ai lu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo, t'as raison. Et effectivement, il y a du charme, j'ai trouvé plein de trucs sympas, ça se lit effectivement facilement. J'ai ressenti de la nostalgie, j'ai trouvé ça bien. Mais pas aussi mythique que dans mes souvenirs. J'avais un truc mais attends, Samurai Deeper Kyo, c'est quand même mythique. Mais t'as lu que le tome 1. Ouais, mais en vrai, t'as lu que le tome 1. Ouais, mais enfin aujourd'hui je relis le tome 1 de Slam Dunk et c'est mythique. Ah oui, ça c'est vrai. Je relis le tome 1 de Yu Yu Hakusho et c'est mythique. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas au tome 1 que Kyo se révèle vraiment. C'est vrai, tu as raison. Parce que là je commençais à le prendre personnellement, tu vois. Genre, attends, Slam Dunk, Yu Yu. Mais effectivement. Non, mais il n'y a pas Tigre Rouge dans le tome 1. Il n'y a pas encore Tigre Rouge, il n'y a pas encore la majeure partie des persos qui sont hyper. Tu viens de péter ou t'as relu le tome de Kyo là? Non, c'est le vent j'ai pas dit le 10, j'ai pas dit le bruit sacré, donc non, je n'ai rien fait. C'est méchant. Mais oui, c'est vrai, c'est peut-être pas aussi mythique qu'on pourrait se le... Mais moi, j'étais content de le relire en vrai. C'est comme... en fait, ça te rappelle que dans ces mangas, au tout début, c'est vraiment très axé humour. On te met dans une très bonne ambiance pour après rester sur les combats, qui est aussi une autre ambiance, mais c'est un peu les mêmes mécaniques que Bleach, tu vois. Les 16 premiers tomes de Bleach, mais c'est tellement drôle. Et je me suis dit, mais c'est fou comment il est parti après que dans du pas de décor et des combats. Alors qu'au début, on est drôle, il y a des émotions. Bah, vite fait, parce que c'est vrai qu'Ichigo, il a pas trop d'émotions. Il voit pas trop les gens. Mais non, mais en vrai, il voit pas les gens gauche, droite, l'amour, il connaît pas, tu vois. Mais c'est très drôle, par contre. Les situations sont drôles. Genre là, il y a un moment où on parle de... Tu sais, quand il va près d'un hôtel avec le quartier des plaisirs, et il fait, ouais, toi t'es belle. Et après, il y a d'autres filles qui font, ouais, moi aussi, je suis belle. Et en fait, quand tu les regardes vraiment, c'est des tout petits personnages. Je fais, ah ouais, vraiment dégueulasse. Elle les a dessinés, mais vraiment moches, avec des cheveux qui dégoulinent, des grosses lèvres et un gros nez. Tu fais, oh, les pauvres. Et là, tu fais, mais tu le vois pas. Moi, je me rappelais pas de ce truc-là. Et j'ai rigolé. J'avoue, j'ai bien rigolé, moi. Bah, j'avoue que pour le coup, moi, je me souvenais pas de l'humour du tome 1. C'est drôle, c'est pas aussi drôle que Bleach. Le début de Bleach est vraiment complètement absurde. Mais par contre, il y a plusieurs gags qui m'ont fait rire dans le tome 1 quand Yuya demande à Kiyoshiro un coup de main alors qu'elle est en train de le fouetter et qu'elle lui demande s'il te plaît en même temps. Et c'est vrai que ça, pour le coup, je trouve qu'il y a une espèce de liberté d'humour qu'on a peut-être un petit peu perdu en route, mais ça me faisait vraiment plaisir de retrouver ça, sachant que je sais pertinemment que ça s'efface complètement après dans la série. Il n'y a plus du tout d'humour au bout d'un moment, ou du running gag uniquement. Ouais, mais il faut rester sur le tome 1 qu'on a relu de Samurai Deeper Kyo, enfin. Hein, ça a provoqué quoi chez toi, Julie, cette relecture? Bah moi, je pense que j'étais effectivement nostalgique. Donc on m'a outé, donc je n'aime pas cette série. Merci Kanya. Tu t'es outé toute seule, arrête. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais là, j'avoue. Alors il nous reste 5 minutes, alors autant l'expliquer maintenant. D'accord. Hein, tu sais. En gros, moi j'ai jamais aimé les chara-design, quoi. Enfin, je pense que j'étais déjà en mode l'habitant de l'infini. Donc si tu veux, les faux kimonos, que tu trouves à Japan Expo et qui s'arrêtent à mi-cuisse, bon, bah ça m'a jamais paru très, correct historiquement. Et ça m'a jamais j'ai jamais trouvé ça fun, mais je trouve que en fait c'est important parce que c'est une catégorie de manga en fait
Les mangas que t'aimes pas? Non, je parlais des mangas qui sont faciles à lire, qui sont souvent des middle sellers, etc. Enfin, qui ont pas, qui ont du mal à accrocher parfois l'intérêt des gens ou la lumière, quoi. Là, il a eu de la chance parce qu'il y a 20 ans, il faisait partie des 20 tomes qui étaient sortis au courant de l'année. Tu deviens vexante là. Tu deviens vexante. Tu dis que la série s'est vendue parce qu'elle avait pas de concurrence. C'est ça que tu essayes de nous dire. C'est un peu ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que finalement, vu qu'on en parle encore aujourd'hui, 20 ans après, ça fait partie quand même de mon socle, tu vois, de culture manga. Et en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, c'était pas mon super coup de cœur à chaque sortie, mais j'étais contente de le lire et à chaque fois il y avait cette grosse carotte de est-ce qu'on va avoir des révélations, est-ce qu'on va enfin en comprendre un peu plus qui sont les personnages, quels sont leurs passés, quels sont leurs secrets. Et évidemment, non, il fallait attendre les tomes d'après et encore après. Mais moi c'est marrant parce que c'est moi les chara design, c'est précisément ce que je kiffais dans cette série. Exactement. Il y avait à chaque fois des nouveaux persos plus stylés les uns que les autres et à la fin je saurais même pas te dire à la fin de la série combien il y a de personnages parce qu'ils sont au moins 80, on dirait Smash Bros quoi. Et ils ont tous leurs caractéristiques, ils ont tous un design particulier, ils sont tous stylés en vrai, ils sont tous beaux quoi, tu vois, genre il y a un truc. Et donc peut-être qu'effectivement il y a un côté c'est too much, tu vois, tellement tout est, enfin je sais pas, tellement ils sont tous stylés, tu vois, c'est pas normal, il devrait y avoir un peu plus de variété, des trucs comme ça. Mais à l'époque où je l'ai lu, voilà, je trouvais ça cool quoi d'avoir que des persos trop classe. Et je me rappelle que tout comme Cagnard, quand je dessinais dans mes marges de cahier, ça fait vraiment partie des mangas dont je m'inspirais, du style et de comment tu fais un design de perso cool. C'était vraiment en lisant Kyo que je faisais ça quoi. Donc mais ça m'est vraiment resté quoi. À l'époque dans le Shonen Magazine, il y avait donc tu lisais GTO, t'enchaînais avec Lovina, puis Get Bakers, puis Samurai Deeper Kyo et Rave. Tu sais, t'avais tout dans le même magazine. C'était quand même drôle cette époque-là. Et c'est vrai que tous ces titres sont un peu dans la même ambiance en même temps. Ils ont vraiment un truc en commun. Avec les culottes. Avec les culottes, sur cette énergie aussi qui est assez positive et qui devient plus sombre. Il y avait Psychometer Eiji qui devait se terminer à peu près à ce moment-là. Ça, c'était sombre quand même. Psychometer Eiji. C'était quand même. Et moi du coup je vais finir sur un souvenir beaucoup plus personnel parce que en relisant le tome 1 de Kyo, en fait ça m'a rappelé que moi avant j'étais un gros consommateur de ganja, salut les fumeurs. Et, avant, il a dit avant. Et en fait Kyo est la série qui m'a fait arrêter de fumer. Parce que en fait j'étais arrivé à un point où je ne pouvais pas lire mon nouveau tome de Kyo si j'avais pas un petit bédo ou quelque chose comme ça, tu vois. Et vraiment il y a un moment où ça m'a fait un choc de me dire mais en fait c'est quoi que t'aimes bien, c'est le manga ou c'est le bédo. Donc c'est à partir de cette série que je me suis dit mais en fait j'ai pas besoin de ça pour apprécier la série, et à partir de là j'ai vraiment arrêté de fumer. Merci Samurai Deeper Kyo. Mais du coup t'as repris quand? En lisant L'Habitant de l'Infini comme tout le monde. Ouais, mais moi je trouve que en tout cas tu vois, en relisant ce tome 1 de Samurai Deeper Kyo, je me suis quand même rendu compte que on avait, enfin en tout cas moi j'avais affiné mes goûts, mes critères, et que au moins j'étais contente d'avoir cette espèce de repère dans le temps, dans la chronologie du manga, pour me dire que je sais pourquoi il y a certaines choses que j'aime et certaines choses que je n'aime pas. De plus ça va, et plus je vais vers des mangas qui sont beaucoup moins chargés graphiquement, page par page. Là, il y a quand même une saturation d'infos sur une page d'un seul de ce tome. Que maintenant c'est pas ce à quoi pas de One Piece, non. Et puis t'as 23 ans de plus, enfin non, pour le coup on a vieilli aussi, voilà, nous tous. on a besoin d'une loupe. Bien fait, moi, les yeux fatiguent hein. C'est ce que disait Moto Hagio là. Elle a 75 ans. En fait vous commencez tous la même phrase, soit c'est assez marrant ou j'ai relu le tome de Kyo. Du coup c'est marrant parce que j'ai relu le tome de Kyo et ça m'a rappelé que Tigre Rouge, qu'on voit pas dans ce tome, mais ça me l'a rappelé quand même dans le tome 1, je fais mais pourquoi Tigre Rouge il est pas là? Parce que Tigre Rouge, moi c'est un peu mon mentor, c'est vraiment mon inspiration. C'est mon inspiration de la lance surtout. En fait je pense que techniquement tous les gens préfèrent le sabre, tous les gens préfèrent, je sais pas moi, ils préfèrent les katanas ou dans les Tortues Ninja ou autre. Et moi je pense que c'est Tigre Rouge qui m'a dit exactement, moi je suis grâce à Tigre Rouge, d'ailleurs je suis Donatello. Après j'étais mitigé avec les Nunchaku, où j'ai fait un peu les deux. D'accord, okay. Mais clairement c'est pas une lance,
Non, c'est un bâton. Non, c'est un bâton. C'est un peu le même, c'est un peu les mêmes moves quoi. Ça je dis lance ou bâton parce qu'en gros c'est un truc long, c'est pas juste un sabre que tu tiens dans ta main. Et dans Soul Calibur par exemple il y a Sun Mina, toi. Moi je prends Sun Mina, je prends pas. Comme il gratte sur le tome 2 alors qu'on avait dit le tome 1. Mais je veux pas parler de tome 2, juste que Tigre Rouge, moi ça m'a rappelé qu'il existe et je fais mais pourquoi il est pas là dès le tome 1? Pour moi c'est un des personnages super importants. Et d'ailleurs ça me rappelle autre chose, c'est qu'il a le même regard que Pierre dans Pokémon, c'est-à-dire qu'il ne voit pas beaucoup, il a pas d'œil, il a juste des traits. Et alors, la démo des messieurs que j'ai vu, c'est des messieurs d'un certain âge, faire des démos de katana et m'expliquer qu'on pouvait, que c'était un coup, très c'était tout. Eh bien, ils ont montré une démo avec un bâton. Et ils montraient que le bâton, c'était mieux que le katana parce que tu pouvais... T'as une allonge. Exactement. C'est évident, mais et que c'était beaucoup plus facile pour parer les katanas. Et regarde, là, elle a trouvé la solution puisque son katana fait 1m50. C'est assez pareil, c'est répété 14 fois, donc on le sait, il fait 1m50 son katana. Et je sais pas si c'est moi qui vais conclure, mais à un moment dans le quartier des plaisirs... Je te propose de conclure, Johnny. Dans le quartier des plaisirs, oui, avec Julia, merci, j'avais pas compris le jeu de mots. À l'époque, je l'aurais pas compris, je pense. Mais, en tout cas, il y avait les moches à un moment dans le quartier des plaisirs. Et ça me rappelle cette histoire justement où c'est un anachronisme où il y a un magasin de loot socks, vraiment la mode des années 2000, mais pour les japonais, parce qu'en vrai on n'a pas trop eu ça. Il y en a qui étaient un peu japonisants qui le faisaient, mais les loose socks, j'ai fait waouh, c'est vrai. Tu vois, moi j'aimais pas ça. Mais c'est comme c'est quoi les loose socks? C'était des chaussettes que tu avais par-dessus ton pantalon et qui tombaient, qui étaient en boule comme ça. Et c'était un peu la même époque que les pads def, sauf que les pads def reviennent aujourd'hui. Enfin aujourd'hui. Il y a 5 ans, ils étaient là. Après, je sais pas s'ils sont encore là. Mais je vois quand même des gamines qui n'ont pas de def. C'est revenu à un moment, les loose socks au Japon. Mais je sais pas trop, parce que ça tient hyper chaud. Et en fait, donc, c'est des chaussettes hyper longues que tu replies pour te donner un volume plus grand au niveau des mollets. D'accord. Et comme elles portaient les jupes à l'époque très très courtes, bah, ça faisait une espèce de silhouette comme ça, typique de la lycéenne. Je l'ai. Et après, ça pouvait être un peu, ça tombait en bas des voilà, exactement. Et ma copine, quand je l'ai connue, elle mettait sur ses bras, sur ses avant-bras, elle avait des loose socks. Ah ouais, typique les mots. Des loose arms, donc. Elle écoutait Avril Lavigne, non? Non, mais elle avait un trou dans son pantalon. Et le premier rendez-vous qu'on a fait ensemble, je suis waouh, on voit ta culotte. Je fais ça manga le truc, c'est trop bien. Est-ce qu'elle écoute cette émission ou pas? Ouais, c'est la même. Hein. On a 2 enfants et tout. Ouais, je l'ai gardé, hein. C'est bon. Très bien. Eh bien, écoute, nous avons terminé cette émission là-dessus et. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. J'espère que vous avez compris qu'il y avait 2, 3, 4, 5, 6 niveaux de degrés à peu près. Ouais, mais je pense qu'il y a des petites infos au milieu, qui passent. Hein. Il y a des 3 trucs, mais il y a beaucoup Vous avez notamment appris qu'on a relu le tome 1 de Samurai Deeper Kyo, ça c'est une info. Merci à tous d'avoir écouté ou réécouté cette émission. À vous de relire le tome 1 de Samurai Deeper Kyo. Ça ressort le 18 avril et rendez-vous la semaine prochaine pour la première de nos 2 émissions, nos mangas à suivre. Merci de nous avoir écoutés. Salut tout le monde.